il a parlé de son pendant légal qu'est le contenu local. Et en s'inspirant du cas de la mine de Semafo, il a notamment attiré notre attention sur le fait qu'il soit nécessaire de considérer, c'est-à-dire avant de commencer l'exploitation minière proprement dite, industrielle, de faire une étude de base qui inclut notamment les antécédents de la relation avec les communautés riveraines, notamment lors de la phase d'exploration. J'ai trouvé son commentaire très intéressant et il nous a fait comprendre que de son expérience en tant qu'acteur de la société civile, les populations, y compris même certains membres de l'administration publique, ont une appréhension un peu négative de la RSE, d'où les recours aux politiques publiques de contenu local. Et avec l'illustration de I Am Gold présentée par M. Kéré, nous avons pu voir que ce n'est pas quelque chose d'impossible pour une entreprise minière qui peut obtenir la licence sociale. Il s'agit simplement déjà de prendre en considération le conseil de monsieur Nikema, c'est-à-dire de faire une étude de base, de bien préparer le terrain. Et dans les leçons apprises, nous avons bien sûr la mobilisation d'outils qui existent à travers le monde pour l'exploitation minière responsable, que ce soit des outils de reporting, que ce soit bien sûr la norme ISO 26000, que ce soit même le cadre ODD à travers lequel M. Kéré a pu restituer quelques impacts, bien sûr, parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas tout présenter, des activités qui occupent des dizaines de personnes à plein temps pendant pratiquement une dizaine d'années. Donc, c'est très synthétique, mais c'est également très riche. Maintenant, nous pouvons simplement nous demander en guise d'introduction à la phase de questions-réponses, la prochaine slide s'il vous plaît, de phase questions-réponses. Finalement, nous avons parlé de la société civile, nous avons un peu parlé ou beaucoup parlé avec l'exemple de M. Khalid Kéré sur le secteur privé industriel. Dans leurs propos, nous avons un peu vu en filigrane le rôle de l'État, bien sûr à travers le contenu local, à travers les collectivités, si on peut considérer que c'est une forme d'institution publique, les collectivités territoriales décentralisées avec lesquelles I Am Gold collabore de manière indirecte. Mais je poserai comme ça aux deux intervenants à titre d'ouverture de la phase de questions-réponses et j'en profite pour demander aux uns et aux autres de bien sûr poser leurs questions dans le chat. Malheureusement, pour moi, comme j'ai été déconnecté, je ne peux pas voir les questions qui ont été posées au début. Donc, peut-être, je ne sais pas comment on va procéder. Je ne peux pas voir, comme j'ai été déconnecté, les questions qui ont été posées depuis le... Oui, je l'ai recopié-collé, Cédric. D'accord. Merci Anne-Sophie. Oui, donc la question d'ouverture, en attendant que Anne-Sophie les copie-colle, la question d'ouverture pour nos deux intervenants, c'est quel rapport avec l'État burkinabé notamment, qui connaît quelques crises en ce moment, si je ne m'abuse, en termes de contenu local, en termes de rôle justement dans cette dynamique de RSE-là ou de contenu local. Peut-être monsieur Nikema, pour commencer, acteur de la société civile, et nous reviendrons aux questions dès que Anne-Sophie aura terminé. Merci. Monsieur Nikema ou monsieur Kéré, vous avez la parole. D'accord, donc merci bien. Merci à Kéré aussi pour sa brillante présentation. Alors, il faut dire que la relation avec l'administration, les services techniques de concentré et les forces de défense et de sécurité, peut-être j'ai vu que Kéré a eu à mentionner, c'est ce qu'on appelle un cadre de concertation. Nous avons un cadre de concertation régional dans les zones minières qui inclut tous les acteurs, les parties prenantes, notamment avec une prépondérance de l'administration dans ces cadres de concertation. Mais au-delà même de ces cadres de concertation, au niveau plus local, je dis un peu au niveau départemental, il y a ce qu'on appelle le comité de liaison, ça dépend un peu de la compagnie, mais aussi ce sont des cadres de concertation qui regroupent aussi tous les services techniques de concentré impliqués aussi bien de façon directe
comme indirectes, en plus des parties prenantes, surtout des personnes déplacées ou les personnes affectées par le projet dans le cadre du projet. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un lien très fort à tisser avec l'administration et les forces de défense de sécurité, surtout dans le contexte actuel du Burkina Faso, parce qu'il est très, très important qu'il y ait une synergie et une bonne communication entre les forces de défense de sécurité et les compagnies minières, aussi bien pour les questions sécuritaires, mais aussi pour la fluidité des informations et pour remonter souvent des alertes ou des situations qui pourraient vraiment, sur lesquelles il faudra forcément anticiper. Donc, je pense que c'est un élément très important. Et vous avez vu quand j'ai eu à dire, par exemple, qu'il y a certaines personnes de l'administration qui, en réalité, n'étaient pas ou favorables un peu du fait qu'on laisse la main à la RSE pour pouvoir couvrir tous ces aspects. C'est parce que souvent aussi, il y a un manque de communication. Parce que beaucoup de compagnies font des œuvres, des actions sur le terrain, mais communiquent très peu. Donc, vous voyez, quand vous communiquez très peu, certains acteurs n'ont pas une bonne compréhension des actions que vous faites et des intérêts que vous apportez aux différentes communautés et de façon générale à la nation. Donc, ça fait en sorte que, bon, selon des racontars, entre guillemets, chacun se fait une idée sans pourtant aller à la source, avoir la vraie information. Donc, je pense que actuellement, c'est un élément très important. Je sais aussi que le ministère des Mines a mis en place un dispositif pour pouvoir accompagner les différentes compagnies minières qui existent, sachant un peu le contexte politique dans lequel ces compagnies-là opèrent actuellement, liées un peu à l'insécurité au groupe armé terroriste qui surgissent souvent dans ces zones d'implantation de ces différentes compagnies-là. Alors, donc, je vais laisser Kéré aussi, qui lui-même est dans l'action parce que ils sont concernés par cette situation, aussi donner son expérience et comment ils opèrent. Mais je sais que vraiment, il y a une parfaite collaboration qui est faite, surtout actuellement. Mais il arrive aussi que certaines informations ne remontent pas à l'administration d'une compagnie à une autre. Et souvent, ça laisse des appréhensions par rapport à l'impact réel des activités RSE au profit des différentes communautés et des différentes entreprises qui sont connexes à l'activité minière. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Nikema. M. Kéré. Oui, merci. Alors, merci Désiré. Alors, juste pour compléter hein, de mon angle de vue, en tout cas, il y a de bonnes collaborations avec l'État. Hein. De façon générale, c'est structuré sur la base des textes. L'État est dans son rôle de régulation, de contrôle des activités minières. Donc, à ce qui nous concerne, on reçoit justement ces inspections et ces rapports qui sont faits justement de façon régulière à l'État et tout sur la base des textes. Donc déjà de façon classique, il y a ça. Et l'État est également membre des conseils d'administration des sociétés minières. Donc ça fait qu'il y a là un levier qui permet d'activer rapidement lorsqu'il y a des besoins spécifiques justement sur ces questions de sécurité et tout. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que l'État est surtout le premier dépositaire de tout ce qui est gestion de la sécurité. Donc, une société minière ne peut pas avoir des formes d'approche ou d'intervention qui sont déconnectées de ce qui est prescrit au niveau étatique. C'est vraiment sur la base donc, de ce qui est posé à la base au niveau donc, des services sécuritaires que nous intervenons. Et au Burkina, il y a une forme d'organisation aussi à l'Office national de sécurisation des sites miniers qui essaie d'être opérationnel. Donc, en tout cas, c'est pour dire qu'il y a une grosse préoccupation des échanges qui sont faits régulièrement et ça aide vraiment à gérer un peu, à avoir cette forme de résilience-là qui permet aux compagnies minières de continuer à opérer. L'autre dimension, c'est le côté, on va dire quoi, législation. Comme Désiré l'a dit, c'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde ces dernières années. On avait des codes miniers qui étaient un peu plus incitatifs et puis avec l'évolution, il y a un certain nombre de révisions qui sont arrivées sur des questions qui ont investi le champ de la RSE et qui l'ont périphérisé comme il a été dit tantôt.
Et donc, il y a cette dimension aussi de la collaboration avec l'État. Mais comme je l'ai dit, sur la base de notre retour d'expérience, il faut être souvent proactif et ne pas le voir comme, à la limite, ne même pas le considérer comme un investissement du champ de la RSE, parce que lorsque vous êtes déjà sur ces questions-là, vous continuez à le faire, même si cette fois-ci, c'est d'un point de vue de conformité légale, mais vous continuez parce que vous y croyez, que vous étiez déjà dans des pratiques vertueuses en ce qui et ça ne pose plus une sorte de contrainte à votre niveau. Donc, c'est ce type de collaboration, de rapport qu'on a avec l'État. Et alors, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, M. Kéré et M. Nikema, pour vos réactions. Je crois que là, nous avons un début de réponse à la question de la DR, je crois, du Togo ou de Ouro, un instant, de Ouro Djeri, voilà, à Fès, qui demandait justement si il est souvent difficile aux investisseurs de mettre en œuvre les mesures liées aux impacts de leurs projets, comment les amener à appliquer systématiquement la RSE. Donc, je pense qu'il y a là un début de réponse, c'est-à-dire à travers la collaboration avec les communautés riveraines et avec l'État. Monsieur Nikema et Monsieur Kéré ont également apporté déjà une réponse sur le rapport avec les services gouvernementaux et sécuritaires. Maintenant, nous pouvons passer à la question de M. Mamadou Dia, que nous remercions encore pour l'organisation de ce webinaire, qui félicite M. Kéré pour la démarche et qui demande plus de précision dans la gestion de la relation avec les communautés riveraines de la mine. Donc, il y a déjà les comités sur lesquels vous êtes revenus tous les deux, mais M. Kéré, peut-être vous pouvez apporter plus en plus d'informations par rapport à la gestion de la relation avec les communautés riveraines. Merci. Oui, alors donc, la gestion des communautés riveraines, c'est vraiment, alors, comme Désiré l'avait dit, c'est à la base, tout commence à la base. C'est-à-dire qu'avant qu'une exploitation s'installe, il y a des études de base, il y a des études d'impact environnemental et social qui sont faites. Et sur cette base, il y a des plans de gestion environnementale et sociale. Ça vous permet vraiment d'identifier vos parties prenantes, de connaître vos parties prenantes les plus impactées et de connaître les problématiques majeures qu'il y a dans votre environnement. Et c'est un élément qu'il ne faut vraiment pas rater. Et lorsque vous le ratez, vous finissez d'une manière ou d'une autre par le payer par la suite. Donc, au niveau des SACAN, c'est à peu près ce processus qui s'est passé. Donc, dès le démarrage de l'exploitation, bien avant d'ailleurs, il y avait donc ces cadres-là qui ont été mis dans le cadre déjà même des enquêtes et tout. Et puis, lorsque la mine a commencé à opérer, il y a eu le principal cadre de concertation qui s'est mis en place. Et sur cette base-là, justement, il y a eu le plan d'action de réinstallation qui a permis vraiment de pouvoir gérer et cette réinstallation importante de plus de 16 000 personnes là. Et alors, ça, c'est un peu les différents cadres qui existent. Maintenant, en dehors de ça, il y a, comment on va dire, il y a la gestion quotidienne, on a un département relations communautaires qui s'occupe donc de ces questions-là, donc qui est séparé en deux sections. Il y a une section engagement et dialogue communautaire. Donc, toutes les questions liées aux relations avec les communautés, les relations, par exemple, s'il y a des plaintes, s'il y a des informations à donner, voilà. Ça c'est la dimension engagement communautaire. Et ensuite, il y a la dimension investissement communautaire. Là, ce sont des spécialistes sur tout ce qui concerne justement les projets de développement, les projets d'investissement sur les différents domaines que j'ai tantôt cités. Donc, c'est un peu comme ça l'environnement quotidien qui se fait. Et en plus de ça, maintenant, il y a le support, on va dire, relations publiques, donc qui concerne un peu la gestion avec les collectivités locales et puis l'État central. Merci beaucoup, M. Kéré. Je crois une question qui va un peu approfondir votre réponse.
que je trouve très intéressante, notamment la différence entre engagement communautaire et investissement communautaire, très important, qu'il faut vraiment avoir pratiqué pour parfois bien faire la différence. Moi, ma question va vous demander d'aller un peu plus en avant dans cet aspect de relations communautaires. Et après, nous pourrons prendre la question de Madame Meriem, à laquelle je demande simplement déjà peut-être de préciser dans le chat, si elle est toujours là, qu'est-ce qu'elle entend par conduite responsable des entreprises pour que nous puissions, pour les intervenants. Et moi, ma question, pour aller un peu plus loin, ce serait de savoir comment est-ce que le consentement libre, informé et préalable a-t-il été pris en compte à IAMGOLD et SACAN, et comment est-ce que l'Alliance pour la mine responsable accompagne les communautés riveraines pour la prise en compte de cet outil qui est déjà considéré à l'échelle internationale, mais pas nécessairement intégré dans les politiques publiques, pas intégré par les États, et qui est une exigence internationale maintenant à laquelle on peut adhérer. Merci, M. Kéré. Merci, M. Nikema. Je vais laisser la parole à M. Nikema pour alterner. OK, donc merci bien. Ah, d'accord. Je pense que si comme il y a un adage qui me dit, vaut mieux convaincre que de vaincre, c'est plus en discutant, en échangeant et surtout aussi comprendre aussi, faire comprendre un peu les enjeux liés un peu à la relation entre communauté locale, communauté riveraine et compagnie minière. Parce que aussi bien dans la mise en œuvre des références au niveau international, il faudrait que les différents acteurs, par exemple, puissent accepter et savoir que chaque acteur a ses contraintes. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet, par exemple, de pouvoir accepter l'autre aussi, savoir que il y a des choses que l'autre ne peut pas forcément systématiquement faire. Je pense que Kerry reviendra là-dessus parce que souvent, les relations entre acteurs, les intérêts des uns et des autres, souvent, font en sorte que chaque acteur tire le manteau de son côté, sans aussi tenir compte du fait que l'autre acteur aussi a des contraintes et que, par exemple, pour des données qui n'étaient pas prises à la base, il faut leur donner le temps de l'intégrer et de pouvoir maintenant penser à sa mise en œuvre. Donc, pour nous, on travaille à sensibiliser et aussi à discuter avec les différentes compagnies minières quand on a l'occasion, par exemple, de leur faire comprendre la portée. Voilà, parce que souvent aussi, l'adoption ou la mise en œuvre d'une référence, souvent on se demande quel est l'intérêt qu'on a à mettre en œuvre une référence ou à pouvoir à appliquer ou adopter une certaine démarche donnée. Donc, tant qu'on n'arrive pas à faire sortir l'intérêt particulier pour l'acteur en question, parce que, comme je l'ai dit, c'est une question de jeu d'acteurs, il y a plusieurs parties prenantes, mais il faut savoir aussi que les différentes parties prenantes ont des intérêts particuliers qu'il faut prendre en compte. C'est en misant sur ces intérêts particuliers et aussi en faisant ressortir l'intérêt aussi de l'autre acteur qui est directement concerné par la disposition, qu'on arrive à trouver un juste milieu et amener les acteurs à adhérer aux différentes démarches qui sont proposées. Et donc, nous, c'est comme ça que nous faisons parce que de toute façon, nous ne sommes pas des acteurs de mise en œuvre directe, mais c'est d'amener les acteurs qui sont censés s'impliquer ou s'inscrire dans la dynamique ou implémenter la démarche ou la référence à pouvoir avoir des arguments pour pouvoir aussi développer et se lancer dans cette mise en œuvre-là. Donc, c'est comme ça que nous procédons à la fois directement avec les compagnies elles-mêmes quand on a l'occasion d'en discuter ou de proposer, mais en même temps aussi au niveau des différentes communautés, à pouvoir aussi tenir compte des intérêts des autres, pas forcément tirer le manteau chaque fois de soi, et aussi comprendre la réalité aussi. Voilà, et amener aussi les acteurs de la mine industrielle aussi à communiquer vrai. Ça aussi, c'est un élément très important. Il faut communiquer vrai avec la communauté. Voilà. OK, merci bien. Oui, pour ajouter de mon côté, il y a cette dimension qui est vraiment importante. Communiquer vrai, être sincère déjà à la base dans ces interactions et puis dans la définition des attentes des uns et des autres. Il y a des attentes contradictoires, ça c'est clair. Et c'est là l'intérêt aussi pour les compagnies de tout de suite avoir des collaborations avec les acteurs locaux, notamment de la société civile.
Et c'est un peu cette démarche que nous, on a eue un peu pour, on va dire, nous faciliter la tâche. C'est-à-dire que dans les premiers comités liés au suivi de la réinstallation, les comités spécifiques sur les questions de nuisance et consorts, parce que l'industrie minière au Burkina, en tout cas le secteur minier est assez dynamique. Vous avez des acteurs qui sont, il y a beaucoup d'acteurs qui ont développé une certaine, des interventions dans le domaine, et y compris au niveau local. Donc, vous avez facilement un nombre d'acteurs comme ARM, comme d'autres acteurs de la société civile, qui ont une certaine expertise dans l'accompagnement des communautés. Donc, à notre niveau, on a eu souvent, justement, l'une des approches qu'on a développées, c'est d'avoir toujours ces acteurs de la société civile-là au sein de ces comités-là. Donc, c'est des mouvements, des associations de droits humains qui arrivent justement à intégrer un certain nombre de principes. L'autre dimension, c'est la mise en application des standards. Il y a des standards comme ceux de l'IFC que nous utilisons qui permettent quand même d'avoir, qui donnent quelques orientations pour obtenir vraiment des consentements, pour en tout cas garantir que les consentements soient libres et éclairés. Et c'est déjà des guides, mais même si dans la réalité, il faut aussi se rassurer, et comme Désiré l'a dit, c'est vraiment, faut avoir de la sincérité aussi dans les démarches. Donc, c'est un peu ces deux points que je voulais ajouter. Intervention d'autres acteurs et puis avoir de bons standards aussi. Merci beaucoup, M. Kéré. Merci beaucoup, M. Nikema, pour vos précisions qui sont très, très enrichissantes, pour moi en tout cas. Maintenant, M. Grollo Laurent a ouvert le micro pour tout le monde. Nous vous prions simplement de lever la main. Vous connaissez le bouton réaction pour signaler que vous voulez prendre la parole. Et je vais vous donner la parole. Comme ça nous permettra un peu de gérer un peu les prises de parole simplement. Et sinon, les micros sont ouverts, vous pouvez déjà intervenir. Et c'est l'occasion de donner la parole à Madame Myriam, si elle peut poser sa question de vive voix d'abord, parce qu'elle l'a posée dans le chat. Madame Myriam, vous pouvez prendre la parole et préciser à qui vous voulez précisément poser la question. Nous avons encore 20 minutes. Non, pas 20 minutes, 15 minutes pour le débat. Donc, Madame Myriam, si vous voulez, si vous ne pouvez pas, je vais la poser pour vous. Donc, si vous pouvez prendre la parole, Madame Myriam. Bon, apparemment, Madame Myriam ne veut pas prendre la parole, ne veut pas. Je vais poser sa question d'abord parce qu'elle était déjà dans le chat. Madame Myriam pose la question de savoir, je pense que c'est aux deux intervenants, en fait, l'évolution de la RSE a conduit au terme de conduite responsable des entreprises. Il a été cité par l'OCDE et ça implique d'introduire la question des droits humains. Ma question est, on continue pourtant d'utiliser le terme RSE alors que la CRE, conduite responsable des entreprises, est peut-être beaucoup plus large. Est-ce que M. Nikema voudrait apporter un éclairage à cette préoccupation de Mme Myriam? Après, nous donnerons la parole à M. Karlef qui a levé la main du Gabon. D'accord. Donc, je remercie Myriam pour sa question. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, parmi les principes même que je donnais, les droits humains font partie de la RSE. Voilà, et vous avez au départ, j'ai dit la RSE, c'est un concept dynamique. Voilà, donc c'est un concept dynamique. C'est vrai qu'au départ, on avait mis plus l'accent sur certains aspects, développement communautaire, l'environnement, le social auprès, mais au fur et à mesure, comme je l'ai dit, avec des éléments majeurs de l'évolution globale du monde et des politiques au niveau global, la RSE aussi s'adapte. Donc, quand vous allez regarder la RSE, surtout la norme ISO 26000, vous allez voir que les droits humains sont cités. Alors, ainsi, il faut savoir que, par exemple, vous avez vu que l'OCDE est un acteur majeur dans l'évolution de la RSE. Vous allez voir qu'en 1976, je l'ai cité plus haut, ils ont eu à élaborer des principes
auxquels les différentes entreprises sont assujetties. Et donc, ces éléments aussi ont joué un peu sur l'évolution de la RSE. Donc, parmi les dates essentielles de la RSE, vous allez voir qu'il y a des dates qui ont été propulsées par l'OCDE. Alors, aujourd'hui, on parle de conduite. Mais il faut savoir que la conduite, aujourd'hui, la RSE est un concept mondial. La RSE est un concept mondial. La RSE de base est venue des États-Unis et au fur et à mesure, le monde se l'a approprié et au fur et à mesure, l'a renchéri au fur et à mesure. Aujourd'hui, on parle de conduite, c'est certes, mais ça ne veut pas dire que la RSE telle que promue aujourd'hui avec la norme ISO 26000, on ne parle pas de droits humains. Non, les droits humains sont pris en compte dans la RSE telle que promue aujourd'hui. Alors, la conduite responsable, c'est vrai que là, on met, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est plus l'OCDE, par exemple, vous allez voir un peu plus le Bureau international, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, par exemple, qui font un focus sur les aspects des droits humains. Alors, donc, dans la conduite, ils ont orienté, on parle de conduite, mais on ne parle pas de responsabilité. Comme je le dis, aujourd'hui, la tendance, c'est d'amener les acteurs à aller vers une démarche donnée. Alors que, je vous l'ai dit toujours, la RSE est considérée comme soft law, c'est-à-dire c'est une soft law en réalité, c'est-à-dire une loi douce, entre guillemets, si je veux faire traduction littérale, qui n'a pas d'obligation juridique pour les acteurs de mise en œuvre. Et ce volet-là fatigue beaucoup d'acteurs parce qu'ils pensent que c'est laissé au gré ou au choix des entreprises de faire la RSE ou de ne pas la faire, et de bien la faire ou de ne pas bien la faire. Alors, donc, on cherche des moyens, par exemple, pour pouvoir aller, pour que ce soft law-là puisse être intermédiaire entre le soft et le hard law. Voilà, donc c'est surtout ça. Mais ne surtout pas penser que la RSE, telle que promue aujourd'hui avec la norme ISO 26000, ne prend pas en compte les droits humains. Si vous allez voir parmi les 7 principes qui ont conduit l'élaboration de la norme ISO 26000, vous allez voir que les droits humains sont bien cités et clairs, c'est bien mentionné. Et si je ne me trompe pas, ça doit être même le 7e principe. Voilà. Donc, il ne faut pas, c'est-à-dire que, je l'ai dit, comparer la conduite responsable des entreprises à la RSE en faisant la différence comme quoi la conduite responsable des entreprises prend en compte le volet des droits humains et la RSE ne prend pas le volet des droits humains. Ça serait un peu trop limite de la concevoir comme ça, mais c'est de savoir que ça dépend des organes. Et l'OCDE aujourd'hui a une obligation, par exemple, de pouvoir faire le contrôle surtout des entreprises européennes qui interagissent de par le monde et de se rassurer que certains principes sont respectés dans leur conduite dans le monde. Et en ce moment, ils élaborent des guides pour pouvoir les accompagner. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que l'OCDE a élaboré ce qu'on appelle la conduite. Mais ça ne veut pas systématiquement dire que c'est la question de terminologie, que ça se substitue à la RSE aujourd'hui et que cet outil-là est plus habilité, d'autant plus qu'il est plus récent, il est plus complet que la RSE. Donc, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Désiré, pour cette intervention. Madame Myriam, si vous avez une réaction, n'hésitez pas à la mettre dans le chat comme vous ne pouvez pas prendre la parole et je me ferai un plaisir et un devoir de la lire. Je passe la parole à Monsieur Karlef du Gabon. Vous avez la parole pour poser une question. Soyez bref, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Karlef. Bonjour, chers tous. Bonjour, chers intervenants. C'est M. Karl Elvis Nsumbumba, le président fondateur du collectif des Amis du BRICS. Les BRICS, je pense que tout le monde sait de quoi il est question, puisque ça a du vent en poupe. Alors, j'ai été invité via mail, comme quoi il fallait assister à ce genre de conférences prévues depuis 1 ou 2 semaines relatives aux thématiques de RSE, selon du concept RSE, qui n'est pas effectivement nouveau, comme l'a d'ailleurs signifié certains intervenants ici. Ma première question était de savoir si réellement, au niveau de ces différentes entreprises, pas forcément toutes nommées, avaient aussi en compte ou à responsabilité les principes Lean Management, donc Lean Management, Lean Six Sigma. C'était pour l'instant ma première question. Maintenant, pour légèrement rebondir en termes de contribution relative au terme ou à la terminologie CRE, effectivement, au niveau, bien sûr, de l'espace BRICS, ça a été déjà, un temps soit peu déjà abordé, parce qu'effectivement, entre responsabilité RSE et conduite responsabilité, conduite responsable des entreprises,
il y a une grande différence parce que l'un, le premier a un caractère extrêmement facultatif, pour ne pas dire libre. L'autre plutôt voudrait, d'après la vision BRICS, à ce que ça soit institutionnalisé aussi bien dans les constitutions et bien sûr à travers les différentes assemblées nationales de chaque pays qui bien sûr voudraient mettre l'État réellement responsable et donc suiveur de tout ce que chaque entreprise étrangère viendrait faire dans son territoire souverain. Donc, la question, bien sûr, de CRE est de plus en plus prisée dans le milieu de l'espace BRICS. Effectivement, Mme Myriam a raison dans ce sens-là parce que lorsqu'on ne présente que la RSE telle que ça a toujours été présenté, c'est beaucoup plus, pour ne pas dire élitiste, sinon purement une vue de l'esprit, donc extrêmement théorique, et ça ne met réellement pas les entreprises sur un piédestal, voire même correctionnel. Alors, ma question, comme je disais tantôt, c'était réellement de savoir est-ce que ces entreprises-là ont ou ont eu ou bien auraient ou auront, pourquoi pas, en su de la RSE, les principes de Lean Management. Merci. Merci beaucoup, M. Kalisumba, pour votre question. Je vois que c'est M. Kéré qui est le mieux placé. Alors, Lean Management, M. Kéré. Oui, oui, tout à fait. Dans l'industrie, alors au-delà même de la RSE, au niveau industriel, on utilise beaucoup le Lean Management. Chez nous, on appelle ça amélioration continue. Il y a donc un service qui est dédié donc justement à tout ce qui concerne l'amélioration continue des process, réduire le coût, réduire tout ce qui est déchets et tout. Et donc, ce département-là, il assiste tous les enfin, justement, ce service-là, il assiste tous les départements pour pouvoir réduire au maximum les coûts. Et ça s'applique aussi à la RSE dans la mesure où, comme tantôt j'ai parlé de réduction des déchets, de réduction de tout ce qui concerne donc, la consommation énergétique et tout. Et donc, les employés sont tous formés et il y a des ceintures, vous devez vous y connaître, ceinture jaune, ceinture verte, ceinture noire, en fonction justement des niveaux de performance des projets. Donc, ça s'applique, je pense que la plupart des industries ou des questions tout simplement de performance organisationnelle, en tout cas minières que je connais, les appliquent. D'accord. Merci beaucoup, M. Kéré. J'espère que M. Kalisumba est satisfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat auxquelles je n'ai pas lu. Je vais juste vérifier. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas lue? Voilà. Une question de M. Abderrahman. Pour moi, je voudrais savoir l'utilisation de la médiation interne des entreprises et le développement de la RSE pour éviter les conflits intra- et inter-entreprises. Donc, la médiation et la RSE comme outil de prévention des conflits intra- et inter-entreprises. Donc, au sein des entreprises et entre entreprises. J'avoue que les conflits entre entreprises, c'est plutôt rare, mais je fais confiance à nos intervenants pour nous éclairer dessus. Peut-être c'est limité à mon niveau. Est-ce que Khalid voudrait réagir par rapport à la médiation interne des entreprises et le développement de la RSE pour éviter les conflits intra- et inter-entreprises? Peut-être M. Guélab pourrait préciser dans le chat ce qu'il entend par médiation interne. Je vois un peu le concept de médiation, mais je ne suis pas sûr que nous entendons la même chose par médiation. Donc, M. Khalid a déjà une réponse ou désiré, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci. OK, merci. Alors, peut-être que ça demande vraiment une plus grande clarification. Peut-être, je sais que en interne, il y a, alors, quand Désiré parlait tantôt de ISO 26000, les relations et conditions de travail sont un élément très déterminant, donc, de la RSE.
Et tout ce qui concerne justement ce qu'il y ait des relations, de bonnes relations, que les employés soient bien traités. Ça ne sert à rien d'avoir des actions en externe, construire des écoles, faire en tout cas bonne figure et puis avoir justement une approche exécrable vis-à-vis de ces parties prenantes internes. Donc ça, c'est les éléments qui se tiennent et c'est très important. Donc c'est des dimensions qui sont très considérées en termes de RSE. Donc oui, et justement toutes sortes de pratiques alternatives qui permettent à ce que l'employé se sente à l'aise, qu'il soit accompagné lorsqu'il intègre l'entreprise, les questions d'inclusion, de diversité, toutes ces questions sont prises en compte justement dans le cadre de la responsabilité sociale. Maintenant, alors, entre entreprises, bon, là, je n'arrive pas du tout à voir, je ne sais pas s'il y a des formes de médiation. Dans ce que je sais, c'est qu'en pratique, dans l'industrie minière, on est rarement des concurrents parce que, bon, on ne partage pas des consommateurs, en fait. On a des clients qui sont généralement loin et qui souvent sont le même client d'ailleurs, c'est les raffineurs. Donc, il y a c'est généralement plus des corporations, des gens qui s'entendent justement pour défendre leurs intérêts. Donc, c'est ce que je peux dire, sauf si la question peut être un peu plus clarifiée. Merci beaucoup, Khalid. Il nous reste 4 minutes et je vais demander à M. Guela de prendre la parole. Allez-y, M. Guela, prenez la parole. Allez-y. Votre micro est fermé. Allô? Oui, bonjour. On vous entend. Bonjour. Oui. Non, moi, je trouve qu'il a bien présenté son intervention, M. Kéré. Mon intervention, c'était juste pour essayer de rapprocher justement ces deux approches comme RSE et médiation. Ce sont deux services, c'est-à-dire si on veut faire des représentations comme ça, le RSE, c'est une politique, un engagement d'une entreprise avec une politique RSE, mais la médiation, et surtout, il a bien dit que c'était non pas la RSE, c'est pour éviter les conflits et non pas pour gérer les conflits. Et même la médiation, elle est pour gérer les conflits, peut-être faciliter le contact, la communication, mais surtout aussi pour éviter les conflits. Et certaines entreprises mettent le paquet, si je peux dire comme ça, sur la médiation intra-entreprise, mais surtout inter-entreprise. Et qu'est-ce que je veux dire par inter-entreprise? Tous les partenaires, par exemple, parmi les parties prenantes, il y a disons, les services gouvernementaux, mais c'est surtout les banques, les assurances, etc. Ce sont des entreprises. Et quand il y a des conflits, il y a des plaintes. Et les plaintes sont déposées ou les doléances au niveau de la médiation. Et la médiation est un outil de faciliter la responsabilité sociétale au niveau de l'entreprise. C'est ce que je voulais juste insinuer parce que moi, j'étais médecin. Je suis retraité, je suis en Belgique, mais j'étais médecin en Algérie et certaines entreprises avaient des problèmes. Avec le contact de certains conférenciers, moi, j'étais médecin de la Sûreté nationale, de la police, et surtout ces entreprises, surtout étrangères, qui avaient un partenaire comme Sonatrach, du gaz et du pétrole, ils avaient des problèmes avec les services de sécurité. Et les services de sécurité, c'est-à-dire trouvaient ou bien ne comprenaient pas vraiment, ne facilitaient pas, dans certains cas, l'activité de ces entreprises étrangères. Et j'ai eu l'occasion de présenter la RSE mais dans le cadre de la médecine du travail, dans la gestion des conflits au niveau des entreprises. Donc, j'ai proposé ça à Monsieur le directeur général de la police et on a fait un rapprochement et c'est l'engagement du directeur général de la police pour faire sensibiliser et former à l'intérieur de la police
ce que c'est que la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est un engagement, bien sûr, ce sont des politiques non contraignantes, mais ils l'ont pris et ça, je pense, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que la relation soit entre l'entreprise et les services de sécurité, parce que c'est grâce aux services de sécurité que l'entreprise étrangère pourra travailler sereinement et pourra avoir de bonnes relations, que ce soit avec les riverains ou les autres parties prenantes. Voilà. Merci beaucoup, M. Abderrahmane, pour cette précision et je crois que c'est beaucoup plus clair maintenant. Voilà. Effectivement, la collaboration ou la complémentarité entre médiation et RSE et l'exemple de votre expérience en Algérie est particulièrement édifiant aussi. Merci à vous. Nous allons nous acheminons vers la fin de ce webinaire. Je vais donner une dernière fois la parole à nos intervenants que je remercie encore une fois de plus. Et ça, c'est pour une question de, entre guillemets, de sortie, même si on ne sort jamais. C'est la boucle, hein, un peu de l'amélioration continue. Donc, une question, en leur demandant peut-être un point dans leur exposé issu de nos échanges qui illustrerait le mieux la thématique du cycle de webinaire RSE accessible à tous. Peut-être qu'ils choisissent un point ou deux au maximum, vraiment en très peu de temps, pour fixer cela dans nos esprits. Merci beaucoup aux intervenants. On peut commencer par M. Nikema ou M. Kéré, celui qui veut prendre. Vraiment un point pour fixer, comme je l'ai dit, avec la thématique du webinaire. Merci. Ok, donc je me... Ok, alors Kéré, je te laisse alors. Ok, d'accord, merci. Alors, donc, un point pour répondre. Déjà, je suis vraiment, merci beaucoup pour, c'était une très belle, un bon moment de partage et puis d'apprentissage mutuel. Et j'apprécie ça et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer les échanges parce que les sujets sont assez vastes et c'est sûr qu'il faut encore davantage de temps pour continuer à les explorer. Alors, un point que je peux peut-être, qui peut illustrer la thématique, je dirais engagement des parties prenantes. Parce que qu'on soit de l'industrie minière, qu'on soit, quel que soit le secteur ou même des services administratifs, ce qu'on peut retenir vraiment de la RSE, c'est cette notion de partie prenante, de considération de sa partie prenante. En fait, quand on arrive quelque part, quand on commence une activité, on est nécessairement en interaction avec donc, des individus, des organisations et un milieu. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis la RSE, c'est tout ce qui donne maintenant ce cadre-là pour pouvoir gérer justement cette relation-là dans l'intérêt de tous. Donc, c'est ce que je retiendrai comme point phare à mon niveau. Merci. Merci, merci M. Kéré, encore. Merci. Alors, donc, à la suite de M. Kéré, je dirais que je reviens sur le fait qu'on ne peut pas mettre en place une politique RSE efficace sans au préalable réaliser un diagnostic ou une étude de base. C'est un élément très essentiel. Vous voyez, M. Kéré parle des parties prenantes. Pour pouvoir identifier les parties prenantes, il faut d'abord faire une étude de base pour savoir avec qui je peux collaborer, quelles sont les forces et les faiblesses de chaque partie prenante, quelles sont les interactions entre les différentes parties prenantes pour que je sache me situer de sorte à ne pas créer des griefs entre les parties prenantes, à savoir les mobiliser quand il le faut. Et souvent, quand il y a lieu, comment négocier chaque partie prenante. C'est un élément très important. Et il faut vraiment cette étude de base pour permettre de jeter l'implémentation d'une bonne RSE. Alors, et je profite juste pour dire que je reviens sur le fait, la RSE n'est pas faite pour gérer des conflits. Ça, c'est un élément très important. Ça joue sur la périphérialisation des services et des départements RSE. La RSE est faite pour maintenir un climat de travail favorable au profit de chaque partie prenante, tout en contribuant au développement global de la nation. Et donc, normalement, une bonne RSE, c'est de soupape et
aussi le fait de parler de médiation. La médiation, normalement, comme on le dit, elle est incluse dans la RSE. Une bonne politique de RSE mise en place avec un bon développement, c'est que forcément, il faut mettre en place une médiation pour gérer ce que M. Guéleb disait tout à l'heure. C'est un élément aussi très important. Et à la fin, je vais conclure par le fait, revenir sur l'affaire RSE et puis conduite responsable des entreprises. Je le dis, en tant que pratiquant, technicien de la RSE, il faut faire la part des choses entre la partie technique et la partie politique. La conduite a plus une connotation politique et la RSE est plus technique, c'est-à-dire que c'est pour la mise en œuvre technique de la RSE et elle englobe tout. Elle n'a rien à envier à la conduite responsable des entreprises, seulement que la conduite responsable des entreprises a une vision plus politique de la mise en œuvre des choses. Et il y a un élément très important, c'est le soft qui existe dans la RSE, aujourd'hui qui dérange tout le monde et les gens veulent passer à une autre étape et en ce moment ils se disent il faut qu'on ait des moyens de pression sur ceux qui mettent en œuvre ce concept-là. Et tant qu'on est dans la RSE, et ça je le répète toujours, tant qu'on est dans la RSE est volontaire, elle est soft. Voilà. Et donc, en ce moment, vous allez avoir des principes, des technologies qui reviennent pour vouloir avoir une mainmise sur la conduite de la RSE. Donc, il ne faut jamais se laisser avoir par des questions de terminologie en termes du contenu. Si on va regarder le contenu, on verra que la RSE, et le fait que la RSE reste flexible, toute dimension, toute loi. Et ça fait partie aussi des principes de la RSE, de pouvoir intégrer les lois et les principes et les bonnes pratiques et les normes à niveau international. Donc, en réalité, dans la RSE, comme je l'ai dit, elle englobe tout. Ce qu'on veut vraiment bien la mettre en œuvre. Voilà. C'est par là que je conclue. Je vous remercie. Merci beaucoup, Désiré et Khalid, pour ces mots de fin. Nous allons passer peut-être à la dernière slide. Voilà. D'abord, un point. Je ne sais pas, est-ce que peut-être Laurent veut gérer cette partie jusqu'à la fin? Laurent, est-ce que tu veux clôturer? Je le fais. Laurent, je peux te laisser la main. Hein? Non, vas-y. Et puis, je crois Anne-Sophie devait aussi avait un dernier petit mot à préciser, mais de mon côté, non. D'accord. Donc, merci. Donc, ce webinaire a été organisé par l'association RSE-PED et ses partenaires africains. Le moteur de l'association RSE et PED est la RSE échangée pour changer l'économie. Nous vous incitons à adhérer à l'association si vous y trouvez un intérêt. Nous serons très heureux de vous rejoindre parmi les membres de l'association. Nous avons des membres un peu partout en Afrique, principalement en Afrique en francophonie, mais nous pouvons accueillir des gens un peu partout. Donc, rejoignez le mouvement, comme c'est mentionné sur le slide. Vous pouvez également faire des dons. Nous sommes une association et nous vous remercions pour votre participation, particulièrement les 45 qui sont encore présents jusqu'à 11h53 GMT. Nous allons terminer. La prochaine slide, s'il te plaît, Hint. Voilà. Donc, je vous remercie une fois de plus. Je remercie tous les participants. Ce n'est pas toujours évident compte tenu de nos emplois du temps. Nous nous excusons également les membres de RSE et PED. Anne-Sophie, tu veux prendre la parole, c'est ça? D'accord. Non, je te laisse finir, Cédric, et je vais conclure. D'accord. Nous remercions les participants, tous les intervenants. C'était une très bonne expérience pour moi, en tout cas, que de modérer ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour le prochain webinaire sur la communication responsable. Et maintenant, je vais vous demander peut-être à celles et à ceux qui ont des caméras